Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous demander si les entreprises vertes sont rentables. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Au préalable, précisons ce que l'on entend par rentabilité. On vise ici la performance financière d'une action et plus précisément les gains en dividendes et la plus ou moins value de l'action sur la période de temps rapportée au cours d'achat de l'action. Dans cette vidéo, le terme vert sera synonyme de durable, ESG, investissement socialement responsable, ISR ou SRI en anglais. Cette vidéo va développer le point de vue suivant. La rentabilité des entreprises vertes provient non pas d'une bulle spéculative, mais plutôt de leur gestion au jour le jour et de leur stratégie durable à long terme, et d'autre part, de l'évolution du profil des actionnaires et de leurs attentes. Commençons par le premier point, on constate une surperformance de certaines actions vertes par rapport au reste du marché. On va comparer ici deux indices boursiers européens représentant tous les secteurs économiques et basés sur des entreprises de moyenne et grande capitalisation. L'un des indices est le MSCI Europe, l'autre est le MSCI Europe SRI, composé d'entreprises qui ont une bonne note ESG, selon une méthodologie développée par le MSCI. Entre la crise financière de 2008-2010 et 2025, l'indice vert a progressé de 9,3% par an en moyenne, contre 8,5% par an pour l'autre indice, dividendes réinvestis dans les deux cas. Ainsi, l'indice vert MSCI Europe SRI tend à surperformer le marché depuis 2010, avec toutefois un écart qui se resserre depuis 2024. Qu'en est-il des autres indices verts? Prenons maintenant deux indices de Standard & Poor's, l'un thématique, le Clean Global Energy, l'autre généraliste, le Global Broad Market Index BMI. On remarque que l'indice vert a surperformé l'indice plus généraliste après la crise sanitaire de 2020-2021, mais qu'il sous-performe le reste du temps, notamment en période d'inflation et de remontée des taux d'intérêt, à partir de 2022 et au-delà. La différence de performance s'explique par la composition des deux indices. L'indice vert est composé de 100 entreprises ayant une activité en lien direct avec les énergies vertes, tandis que l'indice généraliste couvre plus de 14 000 entreprises, petites, moyennes, grosses capitalisations, tout pays, tout secteur économique. Les deux indices représentent donc des secteurs différents et ont des performances qui ne sont pas comparables. Les entreprises de production d'énergie renouvelable sont des entreprises dites de croissance et leurs valorisations sont sensibles à toute évolution de l'environnement macroéconomique. Il n'est donc pas anormal que l'indice vert ait baissé lorsque les taux ont remonté. Alors, y a-t-il bulle ou au contraire sous-performance des entreprises ayant de bonnes pratiques ESG? Pour sa part, la Banque des règlements internationaux pointait un risque de bulle en 2021 sur la base d'une comparaison entre la forte croissance de la demande pour des actifs ESG et la crise des subprimes en 2008. La Banque de France, pour sa part, a publié en octobre 2021 une analyse plus nuancée dans un article « Y a-t-il une bulle sur les actions vertes ?» Sur un ensemble de 2500 entreprises diversifiées, la Banque de France a constitué 3 portefeuilles, vert, brun et neutre, sur la base d'une moyenne calculée sur les notations de 4 agences de notation environnementale. La Banque de France a suivi la valorisation de ces 3 portefeuilles sur 3 ans et conclut que contrairement au narratif sur l'émergence d'une bulle verte, les entreprises avec un score environnemental élevé, en vert, apparaissent moins valorisées que les firmes moins bien notées, en rouge. Le gestionnaire d'actifs Carmignac arrive à la même conclusion sur la base d'une étude plus récente de 2023. L'analyse des ratios cours-bénéfice, PER, ne plaide pas en faveur d'une bulle verte. Carmignac souligne que la grande diversité des intérêts des investisseurs en matière de développement durable, on ne compte pas moins de 17 objectifs de développement durable de l'ONU, vient en quelque sorte diluer le risque de bulle. Ainsi, nous n'avons pas affaire à une bulle, mais peut-être au contraire à une sous-valorisation des indices verts, à condition
qu'il soit représentatif de l'ensemble des secteurs économiques et composé des entreprises les plus vertueuses d'un point de vue ESG. Voyons les raisons sous-jacentes de la solidité des entreprises ayant une bonne notation ESG. On va se baser sur une étude de 2023 des consultants Bain et EcoVadis, qui est une société spécialisée dans l'évaluation RSE. L'étude porte sur un périmètre de 100 000 entreprises de toute taille et de tout pays. Un premier facteur de succès est la satisfaction des employés en matière de rémunération, de sécurité au travail et d'autres critères sociaux. Les entreprises les plus vertueuses à ces égards ont une plus forte croissance de leur chiffre d'affaires d'environ 5 points de pourcentage et ils dégagent un taux de marge supérieur de 6 points de pourcentage par rapport aux entreprises moins vertueuses. Un deuxième facteur de succès est la proportion de femmes dans les équipes dirigeantes, avec un taux de croissance du chiffre d'affaires et du taux de marge supérieur de 2 à 3 points de pourcentage par rapport aux entreprises ayant moins de diversité. L'étude montre également que les entreprises qui utilisent davantage d'énergie renouvelable et celles qui choisissent leurs fournisseurs sur la base de critères RSE ont des marges d'EBITDA plus élevées. Bien sûr, comme dans toute analyse statistique, on peut se demander si ces meilleures performances sont des causes ou de simples corrélations à une bonne stratégie et une bonne gestion. En guise de conclusion de cette première partie, citons le gestionnaire d'actifs suisse Pictet, qui considère que les portefeuilles verts peuvent être pénalisés sur le court terme, mais qu'ils seront gagnants sur le long terme. Ainsi, la mise en place d'une stratégie RSE ne produit pas nécessairement de résultats à court terme, mais se révèle bénéfique à minima sur le long terme. Après avoir parlé des entreprises, c'est-à-dire de l'offre, intéressons-nous pour finir à l'évolution de la demande et plus particulièrement du profil des investisseurs et de leurs attentes en matière RSE. Commençons par les investisseurs professionnels, c'est-à-dire principalement les investisseurs professionnels, c'est-à-dire principalement les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs, mais aussi les fondations. La particularité de ces investisseurs est qu'ils sont généralement mandatés par leurs clients et que leur exposition au risque est limitée par leur mandat. Ces investisseurs participent depuis quelques années au financement de projets dits à impact, c'est-à-dire des projets visant à générer un impact social et environnemental mesurable et positif, ainsi qu'un retour financier. Le réseau mondial des investisseurs à impact, le Global Impact Investing Network, le GIN, s'est intéressé aux attentes de ces investisseurs professionnels et leur étude révèle qu'une partie de ces investisseurs attend une rentabilité classique, market rate, mais qu'une autre partie, 10 à 20%, accepte une rentabilité moindre, below market rate. Concernant les particuliers, l'autorité des marchés financiers estime que la proportion d'investisseurs particuliers a doublé depuis la crise sanitaire. Désormais, un Français sur 4 détient un placement financier. Pourtant, la proportion femmes-hommes des nouveaux investisseurs, c'est-à-dire les investisseurs depuis 2020, reste similaire aux investisseurs traditionnels, c'est-à-dire les investisseurs ayant investi depuis une date antérieure à 2020. On compte toujours un tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes. On pourrait croire que rien ne change vraiment. Toutefois, cela ne veut pas dire que les attentes des particuliers français n'évoluent pas. En effet, on peut citer par exemple l'initiative française Team for the Planet. Team for the Planet est une entreprise qui collecte des fonds auprès de particuliers et d'entreprises et qui investit dans des projets de réduction des émissions carbone. Team for the Planet précise explicitement que les statuts de la société limitent les distributions de dividendes afin de consacrer les bénéfices réalisés à la lutte contre le dérèglement climatique. Les attentes des actionnaires de Team for the Planet sont donc tout aussi fortes que celles des investisseurs plus traditionnels, mais leurs attentes ne sont pas de même nature. Les premiers exigent que chaque euro investi réduise au maximum les émissions carbone, tandis que les seconds attendent que chaque euro investi un retour financier à hauteur du risque encouru. En conclusion, une stratégie verte semble bénéfique à la performance financière des entreprises, à minima sur le long terme. Les profils des investisseurs évoluent à mesure que l'accès aux instruments financiers se démocratise et que les attentes en matière de progrès ESG se renforcent. L'équilibre classique entre rentabilité et risque doit désormais prendre en compte une composante ESG que nous allons développer dans un prochain chapitre.